et de cocktails dans un instant. Dans toutes les présentations, évidemment, on s'est focalisé à juste titre sur des questions de processus et d'organisation, donc en lien avec la GBCP. On a regardé un petit peu moins la question du pilotage des établissements, et je pense que c'est important. Alors je m'adresse quand même en grande partie aux politiques, et je rebondis un petit peu sur la remarque de notre collègue de l'Université d'Avignon. Mais alors avant de venir sur la question du pilotage, on a beaucoup parlé des processus de dépenses avec les services facturiers. Ça a été évoqué à une ou deux reprises dans vos interventions. On a relativement peu parlé des processus recettes, et on est quand même GBCP dans une logique pluriannuelle assez fondamentale, et donc le suivi des conventions pluriannuelles, notamment du côté de la recherche, du côté de l'immobilier et éventuellement d'autres aspects, a évidemment un impact important sur la trésorerie. J'aurais aimé éventuellement savoir s'il y avait des avis à porter là-dessus, s'il y a des débuts d'expérience, si vous avez des choses à dire. Oui ? Ah, voilà, des mains qui se lèvent. Donc là-bas, vous aussi, vous voulez intervenir ? Enfin, je pense que c'est un aspect vraiment... Enfin, moi, je l'ai noté dans mon propre établissement, ça peut avoir un impact assez important. En fait, on s'aperçoit, notamment lorsqu'il y a eu le déploiement du plan campus sur certains établissements, que c'est souvent la partie immobilière qui a drainé la nécessité de commencer à se projeter dans le temps. Ce qui m'a un petit peu, moi, c'est pas très longtemps que je suis donc sur un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, on est sur les mêmes problématiques qui défilent ou qui défilent pas au 14 juillet. C'est le suivi des contrats de recherche en termes pluriannuels. C'est-à-dire que l'idée du service facturier recettes, c'est une vraie problématique sur le suivi des recettes. On a tout un tas d'instructions comptables, je suis désolée, je repars sur de la soupe comptable un petit peu, qui sont sorties, qui changent la manière de gérer les recettes. Et l'intérêt d'avoir le GBCP qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on va pouvoir laisser les pilotes piloter et ne pas les enfoncer encore un petit peu plus sur de la technicité comptable. Donc moi, je suis à la fois gestionnaire et j'ai aussi un passé en termes de comptabilité, donc je connais les deux problématiques, et je peux vous dire la tête des pilotes quand on commence à leur expliquer la comptabilité. Le GBCP arrive à point nommé, parce que les nouvelles instructions comptables sur le pilotage des recettes donnent des tas de problèmes de lisibilité que le pilotage GBCP va régler. Pour autant, on a un problème de... moi, j'ai constaté un problème de culture. Sur la pluriannualité, par exemple, on parle d'engagement juridique pour les dépenses. L'engagement juridique sur les contrats de recherche, il est au moins aussi fort, voire même plus fort que l'engagement juridique sur les dépenses, parce qu'un contrat de maintenance, on peut toujours le résilier. Quand on a signé sur un contrat conditionné, conditionnant, voire même avec contrepartie directe, ça c'est les nouvelles instructions comptables, on se retrouve quand même avec un poids qui pèse sur les recettes, sur l'atterrissage des recettes dans le résultat. C'est-à-dire qu'à la fois on a le pilotage, mais aussi on a les prévisions d'atterrissage à réorganiser, à repenser, et il faut vraiment bien articuler la pluriannualité des dépenses et la pluriannualité des recettes. Et je trouve que le décret GBCP n'a pas complètement franchi le pas dans cette articulation. Moi, ma problématique sur le fait de ne pas avoir d'outils budgétaires, c'est par rapport au contrat de recherche. De manière à flécher les recettes d'une manière qui soit lisible et opérationnelle. Si je veux vraiment arriver à utiliser le GBCP à plein, ce que je souhaite, parce que c'est vraiment un changement de culture magistral et remarquable, et je le dis sans flagornerie, et je ne pense pas qu'il y ait les auteurs dans la salle, il faut qu'on ait les outils budgétaires pour les pilotes. Parce qu'on est sur, désolé d'utiliser ce terme, on en est où de notre stock de commandes, et on en est où de l'exécution et de la visibilité sur notre capacité à financer les projets de recherche sur des ressources autres que les subventions ministérielles. C'est extrêmement important. Et ce que j'aimerais, pour rebondir donc sur l'histoire du service facturier recette, il faut que les textes continuent à progresser dans ce sens-là, et qu'on commence à réfléchir sur la problématique des ressources propres. Les mannes ministérielles, on sait tous où est-ce qu'elles en sont actuellement. Merci beaucoup pour votre intervention. Madame Mesplé, vous voulez... juste là.
Merci. Je voulais juste repréciser qu'effectivement, cette problématique de recettes est essentielle et ça suppose éventuellement d'avoir la démarche qui a été la nôtre sur Orléans, c'est-à-dire de faire le point de façon complètement exhaustive de toutes les conventions pluriannuelles de recettes, donc recherche, internationale, CPER, je vais en oublier, formation continue et formation de recherche. On a commencé notre inventaire en se disant quelles sont les conventions vivantes en 2013 et qui auraient des impacts en 2014, en 2015 et naturellement par la suite, de telle façon à mettre en avant effectivement l'engagement juridique, on est d'accord, parce qu'on s'engage à chercher, ok, et de voir déjà à l'issue de 2013 et de 2014 dans un premier temps, et puis on a fixé aussi le premier trimestre 2015, parce qu'après tout on a fini là, de savoir où on en est donc en termes d'engagement juridique, de facturation, d'encaissement. On se projette sur l'échéancier d'encaissement aussi, et puis on va faire glisser ça sur 2015 par trimestre, de telle façon à préparer la bascule, que cette bascule ait lieu en 2016 si on fait partie des universités qui passent en 2016, ou en 2017 encore plus facilement, parce que c'est effectivement un vrai enjeu. Il y a un décalage vraiment entre le produit, c'est-à-dire ce constaté en comptabilité, donc dans les comptes, et ce qu'on encaisse. Et il faut qu'on connaisse ça parfaitement. Oui, tout à fait, pour bien piloter, pour vous aider à bien piloter. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet? Oui, notre collègue d'Avignon. Merci. Très brièvement, d'abord par une boutade, je voudrais savoir si notre tutelle compte nous donner nos recettes de type pluriannuel, puisque c'est quand même 80% de notre budget à peu près, et ça nous aiderait grandement. Et sinon, je voulais juste retracer... Si on l'avait au niveau annuel, ça serait bien déjà, surtout pour cette année. Ça s'appelle une notification. Je pense que ça serait une très grande amélioration du pilotage des établissements. Mais sinon, il est vrai que définir des recettes prévisionnelles dans notre système est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque dans tous les systèmes de règles comptables, on continue à nous demander, la DRFIP en particulier, nous demande de justifier par des écrits des recettes prévisionnelles. Or, plus nous cherchons à développer nos ressources propres, plus nous investissons dans l'espoir d'avoir des recettes, mais qu'à l'instant T, nous ne pouvons pas justifier. Et je ne sais pas si, avec GBCP, il y aura une solution pluriannuelle, justement, pour expliquer qu'on va engager un chargé d'action formation continue une année pour avoir les recettes correspondantes, donc d'éventuels, je ne sais pas si on va appeler ça des crédits de paiement à ce moment-là, dans les années qui vont suivre. J'ai pas la réponse. Qui veut intervenir toujours sur ce point-là? Enfin, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, enfin, ou un autre, Youssoufi, vas-y. Bon, Youssoufi veut s'exprimer. Non, excuse-moi, c'était que j'ai oublié le point sur lequel tu veux qu'on intervienne. C'est sur le pilotage? Non, le pilotage, j'y viens après. Ah. J'y viens après. Non. Là, je voulais toujours être en ligne avec ce qu'on évoquait sur le plutôt. Alors moi, je l'abordais pas sous l'angle nécessairement comptable. Je l'abordais sous l'angle du pilote, c'est-à-dire le suivi des conventions, s'assurer qu'on est capable de rendre compte du travail qui a été fait pour récupérer les recettes et qu'il y a un lien direct avec la trésorerie et puis la santé financière de l'établissement. Hein, c'était surtout ça. Et puis l'engagement, on prend un engagement évidemment formel vis-à-vis de tiers. Non, c'était pas ça. Non, mais ça, je peux dire des choses aussi, mais ça... Non, je sais que tu peux. Bon, alors je voudrais relancer donc sur la question peut-être du pilotage, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des processus et c'est bien normal. Donc je voudrais revenir sur les questions du pilotage budgétaire. Quand je parle de pilotage, évidemment, c'est un pilotage budgétaire au service d'une stratégie, mais une stratégie aussi qui doit se mettre en place dans un contexte quand même très contraint d'un point de vue budgétaire. Hein. Là, on parlait de certains types de recettes, là pour l'instant de recettes de ressources propres, qui jouent pas normalement directement sur les équilibres, mais la contrainte vient essentiellement de la subvention de l'État qui, elle, est figée, voire pourrait éventuellement diminuer. Et donc, on est quand même dans un exercice très, très particulier. Donc, je voulais simplement revenir, parce que ça a été évacué assez rapidement dans les discussions. On est en mode GBCP
Pour autant, on garde quand même, enfin de ce que j'ai compris de l'ensemble, on garde quand même une présentation du budget en droit constaté, c'est-à-dire sur une base qu'on met actuellement en place, et à partir de laquelle, effectivement, on revient sur des notions qui ont été évoquées par vous, je crois, tout à l'heure, et qui, à mon avis, sont absolument essentielles et qu'il faut garder. C'est toutes les questions d'amortissement, enfin tout ce qui est non décaissable, la question de la capacité d'autofinancement, des fonds de roulement, des variations de fonds de roulement. Là, on est en lien direct avec l'analyse financière, parce que c'est vrai que c'est bien de regarder les flux de trésorerie, c'est absolument fondamental. Et l'intérêt de la GBCP, évidemment, c'est de pouvoir faire le lien sur ces flux de trésorerie avec aussi ces aspects que je viens d'évoquer. Voilà, donc moi, j'aimerais bien attirer l'attention sur ce point. C'est vrai qu'on se focalise fortement sur les questions de trésorerie, sur les questions de processus, sur les questions d'organisation, et c'est important parce que c'est la réforme qui se met en place. Mais pour autant, pour les équipes de direction, l'élément fondamental reste la question de la santé financière de l'établissement, donc la nécessité de faire des analyses financières, et c'est par une maîtrise financière de l'établissement, évidemment, qu'on peut déployer pleinement une stratégie, et donc avoir un pilotage comme c'était évoqué tout à l'heure. Voilà. Donc est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que pour nous, les présidents d'université, c'est quand même aussi le fond de la question. Alors ça déporte peut-être un petit peu la réflexion, mais je pense qu'il est important de rappeler ces fondamentaux. Youssoufi, c'est là-dessus que tu voulais intervenir ? Pour lancer le... Oui, j'essaie de lancer le débat, mais il faut... Ça complète... Réagissez, hein, sinon je vais être un peu seul. Oui, c'est pour compléter ta remarque, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, qui revient à peu près à ça, et que Dominique Mesplé, l'agent comptable, nous a dit. Et aussi, pour être complet avec vous quand même, c'est que je viens de faire voter le compte FI 2014, et puis il y avait aussi les CAC qui étaient avec nous. On a discuté de cela, bien sûr. Et donc, pour prolonger ce que tu dis, c'est le fait que, quelque part, même si tout à l'heure je disais qu'on parlait du bas de bilan et que ça ressemble plus à de la comptabilité décaissement, donc du coup, on comprend bien qu'on est sur le flux, quelle que soit la technicité qu'on a, c'est sur le flux. Il faudrait que l'ossature, autrement dit, la structure financière soit, la maîtrise soit gardée. Mais la pilotabilité, j'ai utilisé ce terme-là, mais enfin, c'est pour dire que la stratégie qu'on pose, elle contient... Alors évidemment, moi je suis dans le domaine des systèmes dynamiques, ce qui fait quelque part la condition initiale, l'inertie initiale contient toujours, le système contient toujours l'inertie initiale. C'est que toi tu appelles donc les fonds de roulement, l'amortissement, toute cette structure financière. Oui, non, mais quand tu as rappelé en comptabilité, de ce que j'ai fini par comprendre, c'est l'ossature. Autrement dit, un camion a la même limitation de vitesse sur un départemental qu'une Mercedes, enfin une Mercedes, qu'une Twingo. Autrement dit, vous voyez, on doit aller à 90%, à 90 au maximum à km à l'heure. Ce qu'on est en train de discuter, c'est, toi tu parles du couple, la capacité d'appuyer pour avancer. Il a beau avoir d'un gros couple le camion, ça ne le fait pas avancer plus vite. Autrement dit, l'amortissement, autrement dit, le fonds de roulement, autrement dit, la capacité d'autofinancement sont des éléments à prendre en compte dans la dynamique de pilotage, dans la dynamique de pouvoir se projeter rapidement et compenser rapidement. Alors, il y a un élément qui répond à cela. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il y a au moins un élément qui répond à cela. Pour donner un exemple de deux aspects, le fonds de roulement, il y a eu des erreurs de calcul ou d'estimation liées notamment au fait qu'il y a des recettes qui étaient ciblées. Et donc, du coup, ils sont ciblés sur le temps. Ce qui fait que, quelque part, on ne peut pas les mobiliser et on suppose qu'on les a en mobilisabilité. Avec la GBCP, de ce qu'on a compris quand même, tout à l'heure ça a été posé, il y a une différence. Ce qui compte, c'est l'ensemble de la disponibilité à l'instant T qui doit être visible, être en capacité pour l'ensemble des dépenses au même instant. Donc la traçabilité n'est pas mise au niveau de cette dépense temps réel, elle est mise au niveau de l'identification globale. Madame l'agent comptable, est-ce que j'ai dit une bêtise? Ça permet donc de faire en sorte que tu peux dire oui, hein, parce que de toute façon, parce que ça permet de trouver un élément de réponse à ce que disait Gérard, c'est que cet aspect-là qui est réglementaire, qui est financier de la comptabilité, on doit la garder, tout en ayant la capacité de fonctionnement en continu que permet la GBCP. Moi, je pense que le lien des deux, la GBCP me semble l'avoir prévu dans cette dynamique temporelle qui permet, je répète, de dire que l'ensemble des ressources à un instant T, il suffit qu'elles soient supérieures à l'ensemble des dépenses à ce même instant T, avec un horizon glissant. Oui, tout à fait. Enfin,
On est d'accord. Messieurs, faire le lien avec le fonds de roulement, je pense que là aussi, ça fait partie des éléments de pilotage et d'analyse. Tu faisais référence aux erreurs de calcul. Enfin, c'est pas des erreurs de calcul, c'est des pratiques comptables qui amènent à positionner des sommes soit dans le fonds de roulement, soit dans ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et on rejoint la logique là justement de trésorerie. Alors de trésorerie globale qu'on peut constater une fois par an, comme on fait classiquement, ou là, effectivement, dans quelque chose qui sera beaucoup plus continu et qui, normalement, de ce que je comprends, en tant que président, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais nous donner des marges supplémentaires d'intervention en cours d'année sur justement les disponibilités et pas attendre la fin de l'année pour constater que quelque chose n'a pas été constaté, hein, pouvoir intervenir beaucoup plus tôt. Donc normalement, c'est des marges de pilotage supplémentaires qui interviennent pour les pilotes que sont les équipes de direction. Vas-y, non. Est-ce que... Oui. Oui, moi j'aurais voulu intervenir. Je travaille comme directrice financière au Muséum national d'histoire naturelle, donc on est un petit peu atypique par rapport à l'Assemblée d'aujourd'hui. Et sur notre budget, les subventions représentent à peu près 40% de nos recettes, hein, et les ressources propres, le reste. Moi, je m'inscris un peu, je dirais, en gris par rapport à ce qui a été dit sur tous les avantages de la mise en œuvre du GBCP, justement par rapport au pilotage d'entités qui ont une très forte part de ressources propres. On voit bien chez nous que quand on va vouloir présenter une vision pluriannuelle de notre établissement, on n'a aucune visibilité sur les subventions. Donc ça fait une incertitude sur 40% de nos recettes, je parle pour mon cas, hein. On a des conventions de recherche pluriannuelles qu'aujourd'hui on est capable de suivre, mais qui représentent 20%. Et sur le reste, c'est des recettes de fréquentation. Donc de fréquentation qui par définition ne sont pas forcément prévisibles avec une certitude grande. Et face à ça, évidemment, on a une grosse proportion de nos charges qui sont des charges fixes ou qui sont des charges sur convention, donc sur recettes fléchées, ou qui sont des charges liées à notre schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Et là-dessus, on a essayé de commencer à discuter avec notre contrôle budgétaire. On a un contrôle budgétaire qui, quelque part, face à un modèle économique comme celui-là, est complètement désemparé. Donc ils ont un mal fou déjà à s'approprier les données basiques de ce qui fait la rentabilité ou la profitabilité ou l'équilibre financier de notre établissement. Mais quelque part, je ne vois pas comment ils vont faire pour les autres. Vous voyez, on parle de pilotage pluriannuel avec une incertitude sur la partie recettes, hein, qui est absolument majeure, alors qu'on sait tous autour de la table qu'on a des charges qui sont des charges fixes. Donc moi ça m'inquiète un peu quand même. Je veux bien tout ce qu'on dit sur la simplification, le fait que quand on présente un budget en caisse, la comptabilité de caisse va peut-être simplifier la lecture, mais la simplifier dans quel sens? Enfin voilà, moi en pluriannuel je vois pas comment on fait, hein. Très bien. Enfin, là, vous avez une question quand même qui porte pas seulement sur les processus, mais vraiment sur la nature même du modèle économique du muséum avec la nature des recettes. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est comment on va juger de la soutenabilité budgétaire des établissements en ayant une vision que nous, on peut élaborer d'un point de vue financier sur l'évolution des charges et sur l'évolution d'une partie des recettes, mais une incertitude majeure sur la partie subvention et la partie ressources propres. Et on a quand même des tutelles qui sont censées demain venir valider un budget pluriannuel. Donc je pense que c'est une question qui, moi j'ai illustré avec mes chiffres, vous pouvez l'illustrer avec les vôtres. C'est une question qui aujourd'hui me semble épineuse. Voilà. D'accord, très bien. Alors, pour rebondir, donc Université Lyon 1, pour rebondir sur votre intervention sur la question de la compta budgétaire, nettoyer des amortissements des charges non décaissables et des produits non encaissables, je pense que là, l'avantage qu'on va avoir avec la GBCP, c'est qu'on va avoir un vrai système d'information, donc une triple comptabilité complémentaire. Donc une compta budgétaire qui va vous donner la différence entre les encaissements et les décaissements. Donc une comptabilité budgétaire entre encaissement et décaissement qui va vous donner un solde budgétaire qui ne résume pas la santé d'un établissement. Et à côté de ça, une compta gênée qui vous donnera à travers le résultat de fonctionnement, la capacité d'autofinancement et la variation du fonds de roulement, des éléments complémentaires. Et la compta ANA, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, une comptabilité analytique qui va évoluer dans son rôle, puisque jusqu'à présent, certaines universités avaient un système de compta ANA en restitution a posteriori. Combien coûte un étudiant, combien coûte un contrat de recherche. La compta ANA en mode GBCP, c'est un système de restitution en temps réel.
Et c'est ça qui donnera au directeur de composante, au directeur de labo, une vision sur ses moyens consolidés. Autrement dit, on ne trouvera plus dans la compta budgétaire des éléments qui seront suffisants pour un directeur de structure pour lire son budget et les moyens dont il dispose. Et ce n'est pas une question d'autofinancement, c'est juste une question de quels sont les moyens dont il dispose. Très bien. Une question, une intervention, Très bien. Allez-y, répondez. C'était juste en réaction au propos de la collègue du UNHN. La réflexion qu'on a par rapport à ça, c'est justement le fait qu'on soit amené à devoir définir des hypothèses. Mais la question, c'est pas tant de savoir si, la qualité de l'hypothèse, c'est la capacité à l'expliciter. Donc à la mesurer dans le temps et à vérifier dans le temps si elle était plus ou moins crédible. Donc la subvention de l'État, on a peu d'informations. C'est crédible aujourd'hui de dire, malgré tout on a quand même des informations, on sait qu'on a quand même une marge variable sur la subvention actuelle. On ne sait pas dans quel sens. Plutôt, on sait peut-être... On le sait trop bien, on le sait trop bien. Entre 0 et moins quelque chose. Mais ça, c'est des hypothèses. On sait le démontrer, donc on sait toujours avoir une hypothèse. Le problème qu'on va avoir, c'est dans le temps, maintenant, les hypothèses vont devoir être justifiées dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on aura laissé une trace, comment on saura justifier la non-correction des hypothèses si jamais l'hypothèse initiale n'a pas été réalisée? Oui, enfin, si je peux me permettre d'intervenir aussi sur cette question, alors je ne répondrai pas à l'ensemble évidemment des recettes auxquelles j'ai pas été confronté pour l'instant, mais sur la partie subvention de l'État, on est face à la même incertitude, même dans les universités. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses rétrospectives, je veux dire, on est contraint, bon, d'abord quand on monte un budget, c'est un budget initial, donc on fait des estimations dites sincères de ce que seront nos recettes et de ce que seront évidemment nos dépenses. Les recettes, c'est 80%, 82, 83% de subventions pour charges de service public. A priori, on devrait la connaître au moment où on établit le budget. On ne la connaît pas, c'est pas nouveau. Bon, je veux dire, l'exercice, on le connaît bien, donc on fait une hypothèse. L'hypothèse, c'est quoi? C'est qu'à minima, on reconduit la subvention de l'année précédente. Aujourd'hui, on est venus pratiquement tous, nous, enfin quand je dis nous, c'est les établissements, hein, des experts dans les prévisions d'évolution de la masse salariale. On sait calculer notre GVT à peu près. Et c'est là qu'on doit faire une hypothèse. On sait exactement ce que seront nos dépenses de masse salariale, approximativement, enfin je veux dire, mais c'est relativement précis, où on fait une hypothèse. Aujourd'hui dans les établissements, c'est on met du GVT, on met une recette GVT ou pas. Voilà, alors on a tendance à la mettre un petit peu ou pas la mettre, après on discute évidemment avec le contrôle de gestion. Quand il n'y a aucune information, on essaye d'être convaincant. Cette année avait été inscrit dans la loi de finances le fait que GVT serait pris en compte, donc j'imagine que mes collègues ont fait comme moi, on a inscrit une recette en face. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une incertitude. Et alors l'incertitude, elle est quoi? Elle est de l'ordre de 1%. Hein, enfin, si je prends le GVT moyen, c'est 0,7% au niveau agrégé national. Mais ça fait des sommes considérables sur certains établissements. Voilà, donc après, sur les autres types de recettes, alors les recettes sur les contrats de recherche, on peut, dans le dialogue de gestion, justement, on peut faire remonter de l'information relativement fiable qui nous permettent de faire des évaluations qui ne sont pas si mauvaises que ça. Et puis bon, il y a les budgets quand même rectificatifs en cours d'année qui font qu'on va corriger. Après, effectivement, sur le troisième type de recette lié à une activité entre guillemets commerciale, là c'est certainement plus compliqué. Il y a certainement des tendances à regarder, mais j'imagine que c'est pas simple. Oui. Micro. Oui, Frédéric Dehan, DGS de Strasbourg, peut-être pour revenir sur les propos de la collègue là, du MNHN et puis du collègue de Lyon. Et puisque vous évoquiez le pilotage, hein, je ne veux pas du tout avoir une observation de type comptable ou financière, simplement en termes d'aide au pilotage, je crois qu'il ne faut absolument pas se focaliser sur le budgétaire, hein, qu'il s'agisse du budgétaire au jour d'aujourd'hui ou du budgétaire, comment dirais-je, façon GBCP. Je crois que pour véritablement, et ça c'est une conviction, piloter un établissement, il faut vraiment s'attarder et se focaliser sur, le collègue évoquait la comptabilité analytique, ou plus largement la connaissance du coût des activités d'un établissement d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que coûte une heure de formation dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle discipline et pour tel ou tel diplôme, etc. Et ce qui permet après à la direction de l'établissement, au sens politique du terme, de procéder à des choix politiques et des choix qui seraient par la suite appuyés effectivement sur des éléments à caractère budgétaire, voire éventuellement, mais c'est très rarement le cas, sur des éléments de trésorerie.
Mais je crois que c'est là, me semble-t-il, où globalement, au niveau des établissements, on devrait mettre un peu l'accent, plus peut-être, et je parle bien de la question du pilotage, sur des éléments de pilotage liés à la GBCP ou autres. Hein. Par contre, je rejoins vos propos effectivement sur les hypothèses à faire et sur la faible variation, d'ailleurs en moins ou en plus, hein, du niveau des dotations pour charges de service public. Hein. Vous faites moins 1 ou 2 ou plus 1 ou 2 et puis à l'échelle de chacun des établissements, pardon, on sait à peu près où on en est. Par contre, je ne suis pas certain que collectivement, et j'en prends ma part aussi, au niveau de notre établissement, enfin du mien, puisque mon collègue VP Finance est là, je ne suis pas certain qu'on soit tous parfaitement au clair sur le coût de nos activités, que ce soit des activités de type Presta ou des activités de service public, hein, et pour des diplômes nationaux. Et moi, je pense que c'est vers cette voie-là qu'il faut véritablement progresser. Alors, je vais réagir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein, je ne voulais pas me focaliser pilotage budgétaire seul. Non, mais vous avez raison de le préciser. Il est clair qu'on doit progresser énormément sur la connaissance des coûts pour plein de raisons. D'abord parce que justement, on va commencer à diversifier nos activités, diversifier la recherche de ressources propres. Et donc, il faut connaître les coûts de manière à les facturer correctement. Sinon, et c'est pas à vous que je vais dire ça, votre président s'en fait le promoteur. La question des coûts... Non, mais la question des coûts indirects va vite nous rattraper et jouer évidemment sur notre équilibre budgétaire et sur notre difficulté à piloter l'établissement. Donc entièrement d'accord avec ça. Bon, pour autant, on n'est pas tous au même niveau dans la connaissance des coûts. On est très nombreux à pas être au niveau. Il faut dire les choses comme elles sont et c'est certainement un chantier, enfin c'est un chantier qui est en cours de réflexion à tous les niveaux, hein, y compris notre propre ministère qui travaille pour des raisons qui ne sont pas les mêmes et qui c'est l'allocation des moyens. Mais néanmoins, on est tous focalisés sur les mêmes questions aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tout à fait. Je voudrais juste poser une pierre sur la table de la MU parce que j'espère la constitution un jour d'un groupe de travail sur la question. Vous avez parlé des coûts indirects. On a parlé du financement des moyens via les ressources propres. Nous, actuellement, le grand débat qu'on a au sein de l'établissement, excusez-moi, Laurence Roulet, École Polytechnique, qu'on a au sein de l'établissement, c'est le recrutement sur frais de gestion. Il faut savoir que on a des contrats de recherche qui portent alors les frais de gestion, les frais d'environnement, les overheads, etc. etc. Et ça devient un enjeu parce que quand l'ANR porte ses frais de gestion sur certains financements de 4 à 8 après forte incitation, notamment par l'ancien Premier ministre, on a l'Europe qui cale ses overheads à 20%. La visibilité sur les engagements qui sont pris par nos partenaires en termes de financement, c'est des overheads qui arrivent. Les overheads, c'est le financement des moyens alloués au contrat de recherche. À l'heure actuelle, on court après les ressources propres. C'est un débat que j'ai beaucoup avec le directeur d'enseignement et de la recherche de l'établissement. Ça veut dire aussi qu'on démultiplie les besoins de services support pour accompagner tout le suivi des contrats de recherche. Or, on draine les moyens vers les services qui sont les services métiers de la recherche et les soutiers, comme je nous appelle, les soutiers rament un petit peu dans l'histoire, que ce soit les soutiers qui sont dans les laboratoires, les gestionnaires, ou les soutiers qui sont dans les services communs. Pour le coup, il y a un vrai enjeu sur projeter les recettes, certes, mais projeter également ce que chaque typologie de recettes peuvent amener de manière certaine ou moins certaine, avec toujours des hypothèses en termes de frais de gestion à drainer vers l'établissement, et la capacité de l'établissement à les répartir de manière prudente mais cohérente entre les moyens alloués par ces overheads ou ces frais de gestion ou ces frais d'environnement aux laboratoires qui portent les contrats de recherche et la partie qui est allouée aux services communs. Oui, il y a plusieurs aspects dans votre intervention. Il y a déjà effectivement, lorsqu'on négocie un contrat, c'est quel est le montant des coûts indirects, enfin qu'on peut appeler préciputes aujourd'hui, effectivement, qui reviennent à l'établissement. Donc la semaine dernière, à la CPU, on a fait voter une motion où on demande effectivement un
un montant forfaitaire de 25% sur tout type de contrat, hein, pour se caler à peu près sur le niveau européen. Et puis quand on regarde justement les quelques établissements qui ont fait un travail pour connaître le coût de leurs activités, et notamment nos collègues de Strasbourg nous avaient fait une belle présentation, on est à peu près autour de 23-24%, je parle sous votre contrôle évidemment. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après, la deuxième chose, c'est là on est dans du pilotage budgétaire aussi, et dans de la décision et de l'allocation, c'est comment on répartit ça, parce que le fait d'avoir les 25%, c'est déjà un premier point qui est très politique dans la discussion avec les différentes instances. Le deuxième point, c'est comment on le répartit en interne. Et là, on est sur des questions politiques, on n'est pas sur des questions techniques. Qu'est-ce qu'on peut voir dans certains établissements? Le risque, c'est quoi? C'est que les coûts indirects soient redonnés aux entités qui dépensent en coûts directs, en recherche par exemple. Et on sait très bien que les bras de fer, oui, c'est un effet boule de neige, un effet exponentiel. Le bras de fer existe souvent entre les équipes de direction et les directeurs de labo, des très gros laboratoires puissants, et c'est pas toujours les équipes de direction des établissements qui obtiennent gain de cause. Donc il y a un vrai problème effectivement du montant du préciput. Il y a un montant, ensuite il y a une question politique en interne à voir à la tête de l'établissement une équipe de direction qui est politiquement forte pour imposer un certain nombre de vues, et après évidemment une analyse beaucoup plus technique qui consiste à savoir où se font vraiment les dépenses et répartir cet argent dans les modèles de structure budgétaire qu'on a vu comme tout à l'heure. Vous voyez, moi je vois il y a trois niveaux à bien séparer. Il ne faut pas mélanger ce qui relève du technique de ce qui relève du politique, dans la relation avec des tutelles ou des instances, et du politique interne qui est l'autorité de l'équipe de direction, en l'occurrence d'un président d'université si on parle d'université. Oui, vas-y, on a encore un peu de temps. Oui. Encore une ou deux minutes. Hein. D'accord, c'est pas pour changer de sujet, mais je revenais sur le temps quand même, parce qu'un des éléments qu'amène le plus la GBCP, c'est quand même la pluriannualité, et donc la variable temps. Et j'avais envie de dire que quelque part, il y a un élément dont on n'a pas assez parlé, et qui rejoint à peu près, on en a parlé, mais sous des formes de services, mais pas sur le temps lui-même. C'est-à-dire que en fait, on n'a pas encore ancré en nous que le fait de projeter en plusieurs années, par exemple, la conséquence de cela, c'est de mesurer en des temps beaucoup plus petits. C'est-à-dire que quand vous avez juste un an à faire, à la limite, ce n'est pas la peine de mesurer tout le temps. Mais si vous avez 3 ans à faire, il faut mesurer tout le temps. Il faut mesurer beaucoup plus la fréquence de mesure pour pouvoir se projeter et vérifier les hypothèses. Et donc ne pas se tromper sur les 40% de recettes que j'ai entendu tout à l'heure, c'est le fait de mesurer plus finement et surtout de regarder longtemps derrière aussi. C'est-à-dire que si on se projette sur 3 ans, il faut regarder 3 ans derrière et puis mesurer dans le temps beaucoup plus finement. Et puis le deuxième élément du temps, c'est le glissement. Le glissement, tout à l'heure on a parlé de n-1, n et puis n+1. Il faut penser que ce glissement, il faut le faire aussi sur le petit temps, c'est-à-dire le mensuel. Ça a été mentionné, mais il faut le répéter. Le mensuel prend plus de dimensions de pertinence dans le pluriannuel que dans l'annuel. C'est une constatation qui est indépendante du GPCP, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Très bien, merci. Je vais vous proposer d'arrêter là, sauf si quelqu'un a absolument envie de parler. Je ne vois pas non plus. Non, c'est bon. Moi, je souhaitais encore soulever. Enfin, d'abord, je voulais juste te dire qu'en fait, il faut mettre des automaticiens sur la question. Hein. On retrouve les écoles d'ingénieurs, c'est bien. Et donc, une question qui me semble préoccupante, et on l'avait dit tout à l'heure centrale, c'est la dématérialisation. Et donc on a vu dans les exposés tout à l'heure, notamment celui concernant l'Université de Bordeaux, quand il y a quand même des choses qui se passent. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres expériences qui seraient à partager sur la dématérialisation? Juste une intervention. Je suis pilote CIFAC des maths depuis mars 2014. Et ça se passe très bien et c'est une vraie fluidification du flux et j'engage tout le monde à effectivement mener la réflexion sur la démat parce que c'est même au niveau de la visibilité des pièces, c'est un vrai plus. Et on dématérialise les factures, mais j'imagine pas que les factures. Toutes les pièces. Toutes les pièces oui. qui rentrent. Par contre, le logiciel en lui-même numérise la facture, fait une lecture automatique du document et le déverse et le comptabilise automatiquement il est interfacé avec CIFAC. Donc si ça se passe bien, à la limite, on passe la facture au scan et derrière c'est comptabilisé, ça part au paiement.
Et ça se passe bien dans la majeure partie des cas. Il n'y a plus rien à faire. Comment on sait si ça se passe mal? Ah bah il y a quand même la petite main humaine et les yeux humains qui vérifient que la machine lit correctement les éléments. Mais il y a un certain nombre de contrôles automatiques qui sont embarqués, qui fait que ça sécurise aussi beaucoup la vérification, j'entends derrière, la vérification de la validation par l'ordonnateur du service fait est fait par la machine. Il vérifie que le service fait a bien été validé à hauteur de la facture, il vérifie le hors-taxe, il vérifie la TVA, le RIB, qu'est-ce que d'autre, le fournisseur. Donc c'est des tas de contrôles qu'il y a pu à faire parce que la machine le fait. Après, il reste le contrôle humain, effectivement, mais qui est quand même très allégé. Hein. Et a priori, cette part de scan va être transitoire, parce qu'à un moment donné, on commence sur la dématérialisation complète. On commence à regarder, nous, pour aller plus loin, et donc pour intégrer directement les PDF qui nous arrivent, et ensuite le DI, effectivement. D'accord, ok. Merci pour ce témoignage. Un autre témoignage? Allez, un très court, très court. J'ai les collègues là qui attendent, ils piaffent d'impatience pour intervenir. Une petite observation. On a tendance de plus en plus à travailler sur nos ressources propres en évaluant de mieux en mieux nos coûts complets, que ce soit pour la formation continue ou pour nos prestations en recherche. Mais on a aussi tendance, dans le même temps, à constater que le ratio de nos charges qui sont couvertes par la dotation, la contribution au service public baisse de plus en plus. Donc, on a évoqué le GVT, on peut évoquer l'augmentation des flux étudiants, etc., etc. Jusqu'à quel moment ça va s'arrêter? Là, vous me demandez un exercice très difficile. Non, je ne suis pas devin. Je partage la même inquiétude, par contre. Bien, je vous propose d'arrêter là. On va demander donc à Véronique et Stéphane de nous rejoindre et donc qu'ils vont nous expliquer les mesures, les modalités d'accompagnement par l'AMU et par Cocktail. Donc dans cette mise en œuvre de la GBCP. On a dit que c'était un quart d'heure, c'est ça? À 2. Bien, bonsoir. Merci de votre patience. Bien, déjà pour Paris 5, c'est Fac des maths, donc vous avez gagné une année gratuite de RAM. Merci, merci beaucoup. Elle n'a pas entendu en fait, mais demain je la verrai au conseil d'administration de l'AMU, je la remercierai également. Non, elle n'a pas entendu, c'est très bien. Donc sur les aspects pilotage. Donc Donc juste un point effectivement, vous l'avez rappelé, c'est les questions relatives aux coûts sont absolument cruciales. Donc sur le pilotage de la masse salariale, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les établissements. Juste une information concernant donc le déploiement d'une solution de l'agence qui s'appelle SIAM PMS et donc on parlait de pluriannualité, pardon. Et bien donc cet outil permettra effectivement de faire de la projection pluriannuelle et donc d'avoir des prévisions de masse salariale. Alors, de gros efforts ont été faits. Les établissements connaissent bien ce qu'est les GVT, tous ses composants, connaissent les évolutions de la masse salariale. Avoir un outil pluriannuel, c'est un plus aussi compte tenu des enjeux financiers et budgétaires, puisqu'en règle générale, c'est à peu près 80%, la masse salariale, c'est à peu près 80% du budget d'un établissement. Voilà, on travaillera aussi sur le coût de l'offre de formation. Enfin voilà, il y a un certain nombre de chantiers qui vous seront indiqués. Voilà pour ce point de communication commerciale. Sur le sujet qui nous concerne plus particulièrement, c'est-à-dire la mise en œuvre de la GBCP.
Donc, pour vous dire quelques points en association avec Véronique. Donc, d'une part que effectivement ce chantier, tous les intervenants aujourd'hui en sont l'illustration. Ce chantier est bien évidemment pris à bras le corps dans les établissements et on le voit, les travaux sont extrêmement riches et les réflexions profondes. Donc, l'AMU aussi et Cocktail participent à ces réflexions en mettant en place en fait un certain nombre de formations. Ça a débuté en 2014, ça se poursuivra sur les exercices 2015 et 2016. Vous avez l'illustration ici avec donc des ateliers, des sessions qui concernent donc les concepts de la GBCP. On les a réexplicités un petit peu aujourd'hui. Les notions sur les impacts organisationnels. Tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement c'est extrêmement important et que ce sont des prérequis avant de parler d'outils, avant de parler de restitution, c'est de voir effectivement comment la GBCP va impacter les organisations, les processus métiers. Il y a donc des formations également, des formations métiers. Et puis, vous l'avez dit aussi, les intervenants l'ont dit aussi, sur la conduite de projet, c'est-à-dire comment, alors que je parle d'un projet qui potentiellement est perçu comme un projet assez technique, ne pas le laisser entre les mains de techniciens, même si ça, pour moi, ça n'a rien de péjoratif du tout. Hein. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils sortent des milieux financiers de l'université pour aller irriguer en fait l'ensemble des services, l'ensemble des composantes. L'ensemble des composantes de l'établissement. Donc voilà, donc ce sont des chantiers qu'on a abordés tout au long de l'année 2014. Nous avons formé des référents à la fois donc des référents et des formations et des formateurs, donc avec qui on travaille très régulièrement. Nous avons eu des séances pas plus tard que vendredi et jeudi dernier, donc sur les questions de mise en œuvre de la GBCP et donc dans les établissements, et bien évidemment, ces référents et ces formateurs sont là pour diffuser, irriguer et faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier en fait cette réforme. Donc vous voyez, en termes d'impact, c'est significatif puisque nous avons touché sur certains ateliers jusqu'à 139 établissements. Donc il y a un impact qui est fort dans les établissements. Voilà, donc les modalités en fait d'accompagnement, elles prennent des formes et des forces variées. Donc je vais pas reprendre ce que vous voyez à l'écran, mais on a fait effectivement un certain nombre d'actions qui prennent donc des formes différentes. Je soulignerai le module e-learning donc en partenariat avec les NESR. Donc ça a été un travail important fait sur l'exercice 2014 et ça permet, si on mesure la force de nos actions à leur impact et notamment sur les effectifs qui sont touchés par ces formations, on s'aperçoit que ces formations en e-learning sont d'une part très bien faites et d'autre part permettent de toucher un public extrêmement large, des adhérents de l'agence comme on a aussi on l'a mise à disposition du CNRS. Enfin, les organismes de recherche peuvent également bénéficier de cette formation en e-learning. Voilà, et puis de manière plus traditionnelle, on a des webconf, on a des séminaires, à l'exemple de celui qui se fait aujourd'hui sur l'initiative de la CPU. Donc voilà, donc il y a toute une série d'actions qui sont menées et qui permettent à la fois de traiter les questions métiers, les questions de processus et puis les questions SI. Voilà, alors en écho à ce que Thierry Bergenot a dit en début de séquence, donc ce que nous prévoyons comme scénario pour le déploiement de la GBCP dans les établissements qui disposent de CIFAC, donc une centaine d'établissements, c'est de le faire en deux temps. Une première vague qui concernera en fait une quinzaine d'établissements, donc qui bénéficieront de l'outil GBCP, CIFAC GBCP, donc au 1er janvier 2016. On aura donc deux lots, un lot qui sera, le périmètre qui sera couvert, ça sera bien évidemment la préparation du budget, donc avec un lot qui sera disponible en principe avant l'été, et puis un lot qui concernera à la fois l'exécution budgétaire et puis également la gestion de la trésorerie qui sera disponible d'ici la fin de l'année, au mois de décembre de 2015. Alors on a choisi ce chiffre de 15 parce que
D'une part, on souhaite que ce soit représentatif en fait de l'ensemble de nos adhérents, puisqu'on prépare un outil qui a vocation à concerner une centaine d'établissements. Donc on a avec une quinzaine d'établissements, on pense qu'on va effectivement avoir un échantillonnage représentatif. Et pourquoi pas plus, parce que dans l'analyse des risques qu'on faisait, qui a donné lieu à 2 notes en octobre et en février 2015, on pensait qu'effectivement aller plus avant, c'était faire prendre des risques en fait en termes de déploiement, parce que les ressources de l'agence sont limitées. Et puis voilà, en termes d'accompagnement, je pense que cette vague, il faudra un accompagnement spécifique. Voilà, donc là, ce sont les engagements que l'agence prendra dans le cadre de la convention qui concernera la vague 1. On l'enverra aux établissements intéressés à compter de la semaine prochaine. Enfin, on pourra en faire une diffusion assez large pour que vous en preniez connaissance. Bien évidemment, le choix, à la marge, le choix entre partir sur cette vague 1 ou attendre la vague 2, prendra en compte en fait les ateliers qui ont été annoncés par Thierry, donc sur le contenu des restitutions qui seront attendues des établissements qui ne passeront pas en GBCP complet à partir du 1er janvier 2016. Donc voilà, donc il y a encore une période, je pense qu'il y a certains établissements qui ne savent pas encore comment se positionner. Je pense que les résultats de ces ateliers permettront ce positionnement, et donc d'ici la fin du mois d'avril, je pense qu'on aura, compte tenu des dates annoncées par Thierry, on pourra effectivement, vous aurez tous les éléments à votre possession pour vous positionner. Voilà, donc là aussi, en fait, il s'agit pour l'agence d'un dispositif traditionnel pour sa majeure partie, avec une assistance tout de même qui sera effectivement renforcée pour les phases de bascule et de démarrage en mode GBCP, et donc une assistance particulière avec des formations sur site pour les établissements qui décideront de partir sur la vague 1. Voilà, je passe la parole à Véronique. Merci. Donc pour compléter donc, cette phase d'accompagnement au changement présentée, élaborée aussi en partie avec les équipes de l'AMU, expliquer aussi le déploiement de la solution cocktail. En fait, toute la planification du projet a été faite en différents lots fonctionnels. Et il est prévu 2 lots majeurs. Un premier lot qui va contenir les évolutions à minima pour les modules de la gestion financière et comptable de la suite logicielle Cocktail, pour pouvoir gérer un budget en AESCP, faire les prévisions d'encaissement, saisie en exécution. Donc ça fait partie des lotissements aussi que vous devez avoir en partie. Et donc on va démarrer ce qu'on appelle les bêta-tests dans l'environnement Cocktail d'ici l'été, donc a priori en juin, pour pouvoir mettre à disposition, si les établissements le souhaitent, cette partie-là à partir d'octobre 2015. Ça, c'est la planification. Donc on va voir la réalité et on pilotera ensemble avec nos établissements l'avancement concret et pratique de la qualité des livrables attendus. Ce lot comprendra aussi d'autres modules et tous les impacts sur certains processus de dépenses, de recettes et de comptabilité, avec des bêta-tests plutôt en octobre et des livraisons possibles en décembre en fonction aussi de la qualité et de la réalisation des différents modules. Donc il est clair qu'on a une tension très très forte sur le planning du projet, avec énormément de choses à faire dans les établissements en fin d'année, ce qui nous avait conduit ensemble donc à faire ces lettres d'alerte auprès de nos ministères et de nos tutelles respectives. Nonobstant, aujourd'hui, on reste sur cette planification et on va piloter avec les différents établissements Cocktail la suite détaillée de qui basculera ou basculera pas avec ces outils en fonction de l'avancement des réalisations, et puis aussi de la réalisation des ateliers qu'on va mener ensemble avec vous sur l'analyse précise des attentes des tutelles en termes de restitution et des différents processus métiers impactés, notamment pour les agents comptables. Pour compléter ce qui se passe en termes d'accompagnement au changement, donc on a une façon de travailler très proche des établissements, en tout cas qui souhaitent participer aux différents groupes de travail, donc un comité de pilotage mensuel et différents groupes de travail sur évidemment la rédaction des cahiers des charges et le support à la conception, pour la définition des dossiers de test, puisqu'on est en train de réaliser tout ce qui concerne justement
le nouveau moteur budgétaire. Pour la réalisation des tests, puisque Cocktail n'est pas un établissement de production, donc on gère beaucoup de tests aussi en lien avec nos établissements pilotes. Pour tester les différents modules, on est en train de travailler aussi sur le scénario de bascule, sur les modalités de reprise de données, des opérations pluriannuelles, etc., etc. Et préparer cette fameuse bascule GBCP. On va établir aussi, je pense, une notion de plan projet, un peu de référence, de plan de migration, pour bien échanger ensemble sur toutes les opérations amont de préparation, notamment sur la reprise des données, sur ces analyses, sur leur identification, sur la gestion des différents environnements. Voilà, établir un guide de bascule à partir de ce qui a déjà été fait et produit par les instances nationales. Et puis on travaille aussi ensemble sur les préparations des différentes formations OSI, parce que si on veut mener des tests en juin, on est en train de planifier déjà les formations sur le module budget pour juin et juillet. Il y aura 4 sessions sur Paris et en province. Je suis passée au truc d'après, voilà, c'est ça. Donc, et on complétera, on complétera ces différentes sessions de formation en fonction de l'avancement, des livraisons, des mises à disposition des différents modules. Toujours dans cet accompagnement du changement, il y a bien sûr l'existence d'un espace collaboratif où on échange et on travaille sur tous les documents de référence, que ce soit les cahiers des charges, les cahiers de specs, les cahiers de recettes, les documentations officielles, et puis voilà, et puis tout ce qui peut servir aussi de forum d'échange, de questionnement des établissements les uns avec les autres et avec les équipes de l'association. On travaille aussi bien sûr sur toute la documentation qui servira de support et qui permet d'avancer des fiches pour les applications, les évolutions, les documentations techniques aussi d'installation et de mise en œuvre. J'ai parlé déjà tout à l'heure d'un plan de bascule et de démarrage, et puis on pilote ce projet bien sûr dans toutes les instances de gouvernance de l'association et en lien aussi avec l'AMU où nous avions des comités de pilotage communs également et avec nos tutelles. On a une équipe support dédiée et comme on produit aussi ce logiciel en mode agile, on a aussi des séquences d'itération où on implique également certains établissements pilotes dans les validations intermédiaires d'écran, d'ergonomie, etc., dans les différents processus. Voilà. C'est tout ce que si vous avez après des questions pour les uns ou les autres. Merci à vous deux. Oui, posez, si vous avez des questions, c'est le moment. On approche de la fin. Oui, on a essayé de tenir le délai. Non, c'est clair pour tout le monde? Ah, si, une question, monsieur. Non, Si, ça marche. On devait remonter pour le mois d'avril les architectures budgétaires pour permettre le passage à GBCP. Suivant qu'on est dans la vague des 15 ou pas, est-ce qu'on doit toujours remonter pour avril ou... Non, en fait, effectivement, ça sera en fonction de la vague choisie. Pour les établissements de la vague 1, on demande effectivement que ces fichiers de personnalisation remontent pour la fin du mois d'avril, au mieux, enfin dans l'idéal, mais ça tiendra compte aussi des ateliers qu'on aura tenus avec Bercy. Voilà, mais pour la vague 2, ça sera effectivement un calendrier qui sera précisé ultérieurement, et ça ne sera pas le même. Et les ateliers là, qui vont être menés, comment l'information va être remontée aux universités pour que ça participe aussi à la décision de on participe ou pas à la vague 1? Ben, là, on verra avec le ministère de quelle façon en fait on communique, hein, mais effectivement, il faudrait quelque chose d'officiel, c'est-à-dire un écrit qui sera fait à l'issue de ces comptes rendus pour que on ait voilà. Mais ça sera en lien avec le ministère. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on arrête? J'en aurais une qui concerne particulièrement Cocktail. Par rapport à la dématérialisation, comment vous voyez la mise en œuvre? Alors on a aussi un groupe de travail sur ce sujet, en sachant que on a aussi annoncé la plateforme de dématérialisation nationale en 2017. Donc ça sera, je dirais, la date, ce qu'on va prendre en priorité en compte par rapport au déversement automatique qu'il y aura à faire et aux différentes spécifications qu'on aura par rapport à ça. Ça ne nous empêchera pas de travailler aussi avec les retours d'expérience d'établissements Cocktail sur les mises en place d'outils de dématérialisation. Je dissocie les outils de dématérialisation des liens des différentes jets
stockage des éléments dématérialisés et le système d'information de gestion, où on pourra avoir éventuellement des échanges là-dessus. Ça fait partie du groupe de travail qui s'organise là d'ici l'été. Marc, ça répond à ta question? Absolument. Très bien. Bon. Ah, encore une question? Ou un commentaire? C'est une demande. Oh là. Est-ce que la présentation de M. Bergeonneau pourra être accessible? Monsieur Bergeron? Bergeonneau, ok. Et voilà, Sybille me regarde avec insistance. Tout ce qui est présenté va être envoyé, hein, les diaporamas vont être envoyés à tous les participants. Normalement, on a vos adresses mail. Voilà. Écoutez, on va arrêter là notre séminaire. Je tiens à remercier encore une fois, au nom de la CDFI et de la CPU, tous les intervenants, les collègues des établissements qui ont fait l'effort de préparer des choses et de venir les présenter. C'est pas rien quand même. Donc merci à eux. Merci à Monsieur Bergeonneau qui a eu la gentillesse de venir nous donner un éclairage sur l'année de transition 2016. On avait quand même beaucoup d'interrogations. En tout cas, ça apporte un certain nombre de réponses concrètes. Et bien entendu, merci à nos collègues de l'AMU et Cocktail qui nous accompagnent dans cette grande aventure. Merci à vous d'être venus et d'avoir participé. J'espère que vous avez trouvé le séminaire intéressant et utile. En tout cas, nous, on a passé un bon moment avec vous. Voilà, bonne soirée.